va vite et il faut quand même laisser le temps de parole, Patrick Mignola, aux parlementaires qui ont accepté de débattre avec vous. En l'occurrence, Olivier Paccaud, bonsoir. Vous êtes sénateur apparenté Les Républicains de l'Oise. Et bonsoir Bertrand Pancher, vous êtes député de la Meuse du groupe Liberté et Territoire. Bonsoir. Alors, on va commencer par vous, Bertrand Pancher, parce que vous avez passé des jours et des nuits à l'Assemblée nationale, pas sur les mêmes bancs, mais pas très loin, que les bancs de Patrick Mignola, et vous voulez revenir sur cette histoire de 49.3, justement. Oui, je voulais revenir sur cette histoire de 49.3. Sur la réforme des retraites. Le 49.3 illustre vraiment le malaise dans cette réforme. C'est une réforme qui est incompréhensible. Elle est incompréhensible. Moi, j'ai tenu des tas de réunions dans ma circonscription, notamment lors des périodes des vœux. Personne ne la comprend sur le plan local. Personne ne la comprend au plan national. J'étais très frappé par ce que nous disent nos interlocuteurs au CESE. C'est une réforme qui semble pas équilibrée. Il y a des tas de défauts, remise en cause par tout le monde. Et moi, je comprends pas, j'avoue, je comprends pas cet acharnement du gouvernement à vouloir la passer en force comme ça. On n'est pas contre la réforme à point, mais pas comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde le sait. Eh bien, le prochain candidat aux élections présidentielles, enfin, celui qui sera réélu, remettra tout ça à plat parce que c'est impossible de mettre en place. Donc votre question, c'est pourquoi est allé si vite, c'est ça? Alors ma question, le MoDem, bon, c'est des élus centristes. On est assez proche de par l'ancrage territorial. Qu'est-ce que vous avez dit au président de la République sur cette affaire? Et comment vous pouvez demander ou exiger du président de la République qu'il prenne son temps pour remettre à plat cette réforme afin que réellement elle passe? Parce que ça va être une vraie catastrophe, notamment sur le plan politique pour vous. Et je pense qu'on va rester sur cette image vraiment d'une réforme bâclée. Bertrand Pancher le sait bien, de toute façon, nous on avait travaillé depuis plus d'une dizaine d'années sur le système de retraite par points. Donc je l'ai dit, je crois qu'il faut qu'on reconnaisse qu'on n'a pas suffisamment explicité ce qu'était le régime d'aujourd'hui et ce qu'étaient ses manques et ses injustices. Mais pour autant, on était bien obligé d'avoir une réforme. D'ailleurs, tous les candidats à la présidentielle avaient expliqué qu'il fallait une réforme des retraites, parce que le système n'était pas équilibré, parce que de toute façon, on savait qu'on avait une démographie qui était plus adaptée. Là où on avait auparavant 4 personnes pour payer les retraites d'une seule, aujourd'hui, ça va devenir moins de 2 pour une seule. Et donc, on avait tous travaillé sur des hypothèses différentes. Alors, parfois, à droite, c'était plutôt la retraite à 65 ans. À gauche, c'est la retraite à 60 ans en y consacrant plus d'argent public. Nous, on a souhaité travailler sur la solidification du système de répartition et la réparation des injustices en fixant un âge d'équilibre à parfaire si les syndicats se mettent d'accord sur un autre système. Quand vous dites à parfaire, ce serait quoi les améliorations d'ailleurs? À parfaire, vous pouvez avoir une répartition des cotisations patronales, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le chômage baisse, et donc si on a une baisse des cotisations chômage, on pourra avoir plus de cotisations retraite. Moi, j'ai pas de tabou par rapport à ça. On peut avoir une mobilisation, non pas des réserves, parce que les réserves doivent rester à ceux qui les ont constituées, mais à l'argent qui est rapporté par les réserves, parce que ces réserves travaillent, et donc elles pourraient être réinjectées aussi. Ça pourrait permettre éventuellement de modifier cet âge d'équilibre. Mais peut-être qu'on s'y est mal pris, peut-être que les oppositions se sont mieux pris que nous pour le critiquer, mais objectivement, moi, pour le coup, quand j'en parle sur le terrain, les gens entendent qu'il y a des vraies injustices qu'on doit réparer, et je ne suis pas du tout sûr qu'un futur président de la République, si ce n'était pas Emmanuel Macron, remettrait en cause ce système. Parce que désormais, ce sera un système solide pour les 40 ans. Une réponse? Non? Il y a beaucoup trop de bombardements dans cette affaire. La question financière, la question des contentieux. Tout le monde s'oppose à cette réforme. On n'est pas contre cette réforme, mais pas à marche forcée. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on ne se donne pas le temps d'arriver à des consensus. Mais on a jusqu'au mois de juillet. Oui, ça reviendra. Je ne désespère pas. C'est vrai, pas. vous avez dit tout à l'heure, ça reviendra. Mais ça revient. On va au Sénat, on revient à l'Assemblée nationale. Alors à propos de Sénat, Olivier Paccaud, parce que la réforme va arriver au Sénat, et les sénateurs, ils ont vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, et Olivier Paccaud, quand il a vu ça, il a été un peu horrifié. C'est peut-être un grand mot. C'est un grand mot. Secoué. Oui, enfin, le vieux gaulliste que je suis n'a pas d'a priori contre le 49.3. C'est une arme constitutionnelle qu'il faut savoir utiliser. Néanmoins, soyons objectifs, le 49.3, c'est toujours soit un aveu d'échec, soit un aveu de faiblesse. Et quand on a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, devoir l'utiliser, même face à l'obstruction des 41 000 amendements des Insoumis, c'est quand même un aveu d'échec. Vous l'avez dit vous-même, on a manqué quelque chose. C'est votre explication. Moi, je pense que, et sur le fond,
Et sur la forme, il y a un problème au niveau de cette réforme. Mais moi, je veux vous parler de la forme du parlementarisme aujourd'hui. Parce que je suis quand même particulièrement préoccupé de la façon dont sont traités aujourd'hui les parlementaires. Il y a ce 49.3, mais bon, il y a eu un 49.3 social, maintenant il y a un 49.3 politique. Moi, je vais vous prendre deux exemples qui me semblent vraiment symptomatiques du malaise qu'éprouvent beaucoup de parlementaires aujourd'hui, sénateurs ou députés. Il y a eu le fameux amendement Bricout. Sur le deuil. Sur le deuil parental, c'était Pour quelque quand on chose perd un d'évident. enfant. Passer de 5 jours à 12 jours, ça a été repoussé. Et ce sera 15 après le passage au Bah Sénat. maintenant, ils auraient pu monter à 20, je ne sais. Enfin, le Sénat, c'est Toujours 15 est-il- jours. Oui. Toujours est-il que ce que nous ressentons, nous, sénateurs, et beaucoup de députés, c'est qu'à partir du moment où la mesure ne vient pas du gouvernement ou de sa majorité, on la repousse. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je suis parfaitement d'accord sur le fait que désormais la Ve République est totalement déséquilibrée. Ça fait longtemps. C'est depuis Désormais, c'est L'inversion du calendrier. Non, mais l'inversion du calendrier, Ah oui. le quinquennat a fait qu'aujourd'hui, il y a une prééminence de l'exécutif, alors que le général de Gaulle avait déjà bâti une constitution qui était une constitution assez présidentialiste. Donc on est d'accord sur le fait qu'il faut renforcer le rôle du Parlement. Ensuite, là où je suis en désaccord avec vous, c'est que nous sommes en capacité de travailler avec cette majorité sur toutes les propositions d'où qu'elles viennent. Et s'agissant de la PPL Bricout, sur laquelle moi j'avais beaucoup travaillé, parce que la question du deuil familial, de toute façon, là, pour le coup, il n'a pas de frontière politique. Bien, c'était une proposition de loi qui avait un certain nombre de trous dans la raquette. Probablement tout simplement parce qu'il touchait les salariés du privé, pas les salariés du public, il ne touchait pas les commerçants, les indépendants, et donc il fallait pouvoir le faire évoluer. Probablement que la majorité, elle d'ailleurs, elle a reconnu avoir fait une connerie, donc c'est toujours bien de reconnaître ses conneries, aurait dû le voter, et ensuite permettre au Sénat de le travailler, mais avec des implications financières qui étaient majeures et des obligations de négociation sociale et syndicale qui auraient nécessité un peu plus de temps. Et vous savez bien, c'est toute la difficulté de ces propositions de loi qui sont d'émanation parlementaire. Nous ne disposons pas de suffisamment de moyens pour faire les études d'impact et pour avoir les engagements budgétaires qui vont avec. Oui, Et dans ces conditions, On va y aller. eh ben, c'est toujours Alors, extrêmement justement, difficile. Avant de repasser la progresser parole à ensemble. Bertrand Pancher, continuez là-dessus, sur les études d'impact Oui. et les financements des mesures, des propositions de loi. Alors, et on reviendra à vous après pour le Au sujet des retraites, quand même, un des gros problèmes, c'est le financement. Vous dites qu'il est assuré, personne ne peut le dire. C'est d'un flou total. On attend les résultats de la conférence de financement. Et si nous souhaitons un report de la date d'examen au Sénat, c'est pour pouvoir avoir des données très précises. Je ne connais pas un seul Français qui accepterait de signer un contrat de travail s'il ne connaît pas son salaire. Je ne connais personne qui accepterait d'acheter une maison s'il ne connaît pas le prix de la maison. Donc, aucun parlementaire censé ne peut voter cette réforme en l'état sans en avoir. D'autant qu'il y a un article. Alors, il y a l'article 40, que vous devez mieux connaître que moi, de la Constitution, qui frappe d'irrecevabilité financière les propositions ou amendements qui ne sont pas financés, entre guillemets. Et j'ai eu bien des amendements retoqués du fait de cet amendement, de cet donc, votre question article. Y a-t-il objectivement une cohérence financière à ce sujet? Et très honnêtement, pouvez-vous me dire vraiment les yeux dans les yeux que le gouvernement est logique d'oser présenter cette réforme alors que la conférence de financement n'a pas été bouclée? Je vous laisse répondre. La conférence de financement, c'est une alternative. Le budget des retraites, c'est 317 milliards. C'est une alternative. C'est une Donc ça alternative. veut dire, si, messieurs, vous travaillez peut-être pour rien, Non, messieurs non, les syndicats? si vous pouvez juste me laisser finir ma phrase, c'est une alternative à ce qui est écrit dans le projet de loi. Pourquoi il n'a pas été retoqué au titre de l'inconstitutionnalité de l'article 40? C'est parce que dans le projet, nous avons écrit qu'il y aurait un âge d'équilibre à 64 ans, sauf si les syndicats, dans le cadre de la conférence de financement, font une meilleure proposition. J'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure quels sont les 2 ou 3 points sur lesquels il pouvait y avoir des amodiations. Mais en l'occurrence, le projet est parfaitement équilibré. Les 317 milliards, avec un âge d'équilibre à 64 ans, on sait les trouver. Mais nous nous sommes Donc laissé personne la n'a rien compris, possibilité. en fait. Nous sommes tous des imbéciles. Ah mais, non, mais c'est écrit dans le projet de loi. Je dis en rien que vous êtes un imbécile, mais en revanche, il faut lire le projet de loi. Non, je suis intervenu, si vous C'est avez 317 milliards, c'est 317 milliards, un âge d'équilibre à 64 ans
permettre de l'équilibrer budgétairement. C'est la raison pour laquelle l'article 40 ne s'est pas appliqué. Il y a eu d'autres défauts qui ont été relevés par le Conseil d'État, il faut le reconnaître objectivement, attend le Conseil il y avait des choses qu'il fallait mieux préciser sur un certain nombre de professions, sur les réserves. C'est extrêmement important, mais la question de constitutionnalité en termes d'équilibre budgétaire, ne s'est pas posée au titre de l'article 40, parce que la réforme est équilibrée financièrement. Il ne faut surtout pas laisser penser aux Français qu'elle ne le serait pas. Bien, alors, Bertrand Pancher, maintenant, vous voulez revenir sur le coronavirus, parce qu'on en parle beaucoup, et ça, c'est un sujet sur lequel vous voulez interroger Patrick Mignola. Oui, alors, le coronavirus, pas de panique, mais des réponses, parce qu'on va vite avoir la double épidémie. Il y a l'épidémie, évidemment, sanitaire qu'on connaît, comment l'endiguer, mais aussi l'épidémie du chômage qui arrive tout de suite. Et donc, moi, la question que je me pose et que je voulais poser à Patrick Mignola, comment nous aider à mettre tout de suite un fonds d'urgence à la disposition à la fois des hôpitaux et des entreprises. Il faut 10 milliards d'euros. On demande 10 milliards, 2 milliards pour les hôpitaux et maisons de retraite. On voit bien que le personnel, ils sont tellement épuisés qu'on va leur en redemander. Et puis 8 milliards pour tout de suite tous les secteurs de l'économie qui vont dégringoler. Et décentraliser tout ça, on est tous des décentralisateurs. Ce n'est pas le président de la République qui va décider seul. C'est les territoires, départements, régions. Est-ce que oui ou non, on est capable de mettre 10 milliards d'euros sur la table? L'Italie vient de dire 8 milliards. C'est vraiment à notre portée, mais tout de suite. Réponse. Il y a une urgence absolue, surtout pour soutenir le commerce et les PME, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous en parlez, mais on n'avait pas de chiffres. Les 8 milliards correspondent schématiquement à des reports d'échéances sociales ou à des soutiens en termes de plan de sauvegarde de l'emploi. Aujourd'hui, elles sont déjà en œuvre et elles ne sont pas décentralisées, mais elles sont déconcentrées puisque les demandes se font auprès de la direction départementale du travail ou se font auprès des URSSAF départementales. Ça fonctionne déjà et je crois qu'on a intérêt à faire passer les messages et à inciter les chefs d'entreprise, les commerçants à faire ces demandes. Ça, en l'occurrence, c'est un report de trésorerie. C'est pas tout ça. C'est pas la question. Les reports de dette, on sait comment ça marche. Bon, c'est des reports de trésorerie, mais tout de suite, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien pour les producteurs de spectacles, il n'y a plus rien pour les hôtels, la restauration, il y a les PME. C'est tout de suite, vous voulez dire. C'est vraiment tout de suite. On a besoin de fonds d'urgence et de fonds d'urgence décentralisés, gérés par les collectivités. Et vous parliez de 10 milliards à mettre sur la table. Et dont une partie tout de suite pour les hôpitaux et tout de suite également pour les maisons de retraite. Est-ce qu'il faut débloquer des fonds d'urgence? Ce n'est pas les quelques centaines d'euros de primes, 100 euros de primes qu'on vient de donner à travers notamment le plan grand âge qui va régler tout ça. Profitons de cette crise. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut débloquer des plans d'urgence, des fonds d'urgence tout de suite? Mais les fonds d'urgence, ils sont à disposition, comme je le disais tout à l'heure, on l'a voté dans le budget du ministère de l'économie. 10 milliards, non? Mais en l'occurrence, sur les hôpitaux, si on prend cet exemple très précis, moi j'ai un hôpital à Chambéry où aujourd'hui nous avons les fonds pour créer 56 postes d'infirmières supplémentaires. Tout de suite? Tout de suite. C'est-à-dire en cas d'urgence? Voilà. Aujourd'hui, on ne trouve pas les infirmières parce qu'elles ne sont pas formées, parce que ça fait 10 ans qu'on ne forme pas suffisamment d'infirmières et parce que globalement, on les paye trop mal. Donc je pense qu'il ne faut pas mégoter quand on donne 100 euros, 200 euros, 300 euros de plus à une infirmière tous les mois. C'est précisément la raison pour laquelle on arrivera mieux à faire revenir de la population vers ces métiers-là. Donc aujourd'hui, on peut se faire plaisir à dire qu'on va mettre, au lieu de 800 millions, c'est 800 millions qui ont été apportés à l'hôpital, on doit mettre 1 milliard ou 2 milliards de plus. Mais la réalité, c'est l'attractivité du métier. Et ce n'est pas comme ça qu'on répond à une crise sanitaire. La crise sanitaire, je crois vraiment que l'hôpital public y répond bien. L'hôpital privé y répond aussi en coordination avec l'hôpital public. Qu'il faille ensuite ajouter de l'argent dans l'hôpital public au cours des années qui viennent, c'est certain. Mais c'est plutôt pour revaloriser les métiers que pour répondre au coronavirus. On va parler maintenant de fracture territoriale et de grands débats, parce que ça, c'est les sujets qui interpellent vos collègues parlementaires, Olivier Paccaud, sur la fracture territoriale. Oui, je pense que parmi les grands enjeux de notre pays dans le futur, il y a cette fracture territoriale qui n'est pas nouvelle, qui n'a pas été créée par le gouvernement Macron, bien évidemment, mais il y a quand même eu ces 10 dernières années quelques mesures qui ont fait un mal terrible, qui s'est manifesté au moment des Gilets jaunes pour exprimer un besoin de proximité. On a tout éloigné du citoyen. On a créé des grandes régions, on a créé des grands cantons, des grandes intercommunalités. Le gouvernement Macron a voulu aller dans ce sens au début, en créant par exemple dans la loi Elan des grands bailleurs sociaux. On a un petit peu corrigé le tir, mais je pense sincèrement qu'il va falloir revenir en arrière. Et je vais vous donner un exemple très concret. Dans mon département, il y a 21 cantons. Jadis, il y en avait 41. Il y a un canton de 100 communes. Il regroupe 5 anciens cantons.
100 communes. C'est une circonscription, quasiment. Comment faire vivre la proximité à ce niveau? Réponse. Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut revenir en arrière, disait alors Olivier Paccaud. moi, j'ai une conviction personnelle. C'est que faire de grandes régions, ça imposait, c'était d'ailleurs l'idée initiale, c'était sous le gouvernement Hollande, ça imposait de faire s'effacer progressivement le département au bénéfice des intercommunalités. Et on solidifiait un binôme qui auparavant était commune-département, bah là c'était un binôme intercommunalité-région. Moi j'aimais bien. Le conseiller territorial qui était une excellente moi idée. j'aimais bien le binôme commune-département. Et d'ailleurs, souvent dans ma circonscription, je déconseille aux maires de faire trop de fusions de communes. Ah, vous parce êtes que plutôt là aussi, commune-département, vous. là aussi, on éloigne. Il a été conseiller général. Non, vous J'ai êtes été plus conseiller commune-département, général, donc vous j'ai êtes été plus, maire, j'ai été conseiller régional. de Voilà. même. Donc moi, je pense que Vous êtes plus chevènementiste que Valsis, de ce point de vue. moi, je pense que la proximité, elle est dans la commune. Et que c'est bien qu'il y ait beaucoup de conseillers municipaux dans une commune, parce que c'est un service Est-ce public qu'il faut gratuit. revenir, Voilà. en arrière? Est-ce qu'on est Donc, allé trop loin? C'est ce que vous alors, demandez, Olivier Paccaud. Ce que je pense, Est-ce c'est qu'il faut que- c'est revenir en qu'aujourd'hui, les maires, dans ce mandat-là, 2014-2020, on leur a mis la migraine à peu près tous les soirs à force de faire des réformes institutionnelles. Donc je pense qu'il ne faut pas trop toucher au système. Et en revanche, il faut se dire que, en préparant le prochain quinquennat, et quel que soit le candidat, mon candidat, ce sera Emmanuel Macron. Mais je pense que tous les candidats à la présidentielle devraient dessiner ce que doit être le paysage institutionnel du XXIe C'est-à-dire siècle. arriver avec une carte de France, voilà les Exactement. régions, voilà les... En d'accord. disant quelle est la structure intermédiaire qu'on doit supprimer, parce qu'il faudra supprimer une structure intermédiaire. Est-ce qu'on garde de grandes régions? Est-ce qu'on conserve la commune? Et à partir de là, quels moyens C'est supplémentaires on intéressant. peut mettre à leur C'est disposition? intéressant, Patrick Miola. Mais juste, comment ça pourrait passer? Parce que là, c'est une question qui amène une question de Bertrand Pancher sur... il faut peut-être consulter les Français sur des sujets comme ça. Oui, moi je suis quand même très frappé par l'affaiblissement démocratique de notre pays. C'est-à-dire qu'on met face à face un élitisme qui est quand même représenté par le président de la République. On n'a pas besoin de gros cerveaux pour nous diriger, on a besoin de grandes oreilles pour nous écouter. Et un populisme. Et un Les deux, populisme, c'est bien aussi. Et un populisme. Et un populisme. Et la réponse, c'est évidemment de faire participer et de faire en sorte qu'on écoute les gens. Le grand débat était un grand blabla. La réforme des retraites, on a massacré les corps intermédiaires. Et donc, il y a par contre, il y a une proposition où on se retrouve, celle de renforcer le Parlement et notamment mettre vraiment de la proportionnelle pour contraindre tout le monde à travailler ensemble. On voit bien que le gros problème de la majorité actuelle, c'est que la majorité, elle répond à personne. C'est un peu en vase clos. Et donc, où on votre en est question- réellement sur la proportionnelle, comment faire en sorte de faire passer cette belle idée pour que tous les groupes se mettent à travailler ensemble et créer de l'intelligence Comment? politique. Parce que la réforme constitutionnelle, elle n'est pas dans... Non, il y a la possibilité, et la question sera posée de toute façon dans les semaines qui viennent, en particulier au Sénat, de savoir si on peut faire au moins une partie de la réforme institutionnelle. Et moi, j'y suis favorable. C'est-à-dire Sur comment? Parce la que réduction expliquez-nous. du nombre de parlementaires. Parce que, paradoxalement, avoir un Parlement plus fort, c'est aussi donner plus de moyens, parce qu'on aura moins de parlementaires. Parce qu'aujourd'hui... Moins d'élus, c'est moins de démocratie. Non, mais moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus d'élus de proximité, mais que les législateurs fassent la loi. Et que pour faire la loi, ils disposent de plus de moyens. Donc moi, je pense qu'ils doivent être moins nombreux, avec plus de moyens. Mais ça ne résout Et pas en la revanche, question de la proportionnelle. Une partie d'entre eux soient élus à la proportionnelle. Mais Ça, quand? c'est une loi organique. Il y a une partie du Sénat qui est élue à la proportionnelle. Donc moi, Donc ça peut se faire. autant sur la révision constitutionnelle, je peux entendre que la majorité de droite au Sénat n'a pas envie de faire un cadeau au président de la République. Mais en revanche, sur la loi organique, vraiment, qui pourrait porter 20% de proportionnel pour les parlementaires, applicable dès 2022, et c'est une main que je tends. Je pense qu'on pourrait travailler dessus ensemble. Patrick Mignola. Nous en avons Patrick besoin. Mignola, c'est une main que vous tendez, mais c'est un défi aussi que vous donnez au gouvernement, là. Mais bien sûr. Parce que je ne suis pas sûr qu'il soit sur la même longueur d'onde, non? Mais aujourd'hui, J'ai pas l'impression que ce soit une urgence, On avait lancé la révision constitutionnelle, et y compris la loi organique, c'est la réduction du nombre de parlementaires et la proportionnelle. On sait que la révision constitutionnelle, il y a probablement d'autres priorités, parce que vienne la dépendance, vienne une loi sur la décentralisation qui est portée par Jacqueline Gouraud. Enfin, je pense que c'est des sujets sur lesquels on peut vraiment tous travailler ensemble. En revanche, la proportionnelle, si on se met d'accord, l'affaire est bâchée en 6 semaines. Et ça change tout à l'Assemblée nationale, parce qu'en plus, ça oblige tout le monde à travailler en majorité de Bien. projet. Alors, le temps passe vite. Une dernière question très rapide pour vous, Olivier Paccaud, parce que ça correspond à ça, le clivage droite-gauche, vous disiez, et puis après Bertrand Pancher. Oui, alors, Mais rapidement. Au sujet du clivage Il reste une minute. droite-gauche, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez continuer à le dépasser.
élargir votre assise. Sincèrement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Une démocratie a besoin de débat, a besoin de différence. Et cette alternative qu'offre justement une droite et une gauche, deux visions différentes du pays, de la société, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un mythe, le dépassement de cette droite et de cette gauche. On en a besoin. Alors, réponse de Patrick Mignola. Alors, Vous êtes oui. d'accord avec ça ou pas? Parfaitement. On a besoin d'une droite, on a besoin d'une gauche. Mais je suis désolé de vous dire qu'on a aussi besoin D'un centre. d'un centre. Mais oui, bah sinon vous ne seriez pas. Voilà. Oui. Et le principe du centre, c'est de faire travailler des gens qui viennent du centre droit, qui viennent du centre gauche, pour composer cet espace central. On est en train de voir la On peut limite prendre des idées aujourd'hui de chez chaque vous. côté. On parle Mais beaucoup. je crois que la droite avait connu ses limites aussi sous Sarkozy, Bien la sûr. gauche a connu ses limites sous Sous Hollande. Hollande. Eh ben, Et je justement. pense qu'il faut qu'on soit tous très humbles sur ce Justement, sujet et justement. qu'on soit capable de construire des majorités Justement, ensemble. sur un sujet particulier qui est l'écologie. Nicolas Sarkozy avait été l'un des premiers à lancer un débat là-dessus, Bertrand Pancher, et voulait revenir sur l'environnement, justement. Moi, je suis quand Rapidement, même, s'il vous plaît. Patrick, je suis quand même très, très frappé par le fait qu'on n'atteigne aucun de nos objectifs environnementaux. Le premier étant la réduction de gaz à effet de serre. 40% de diminution de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 90. On est à 20% de ces objectifs. Or, ça, on le fait par une relance de la rénovation thermique dans le bâtiment et on le fait par les transports. On n'a pas les moyens suffisants pour le faire. Tout Bien. le monde dit qu'il faut 3 à 4 milliards Alors, de plus votre pour question. le faire. Comment vous pouvez imposer d'avoir ces moyens pour que vraiment on passe de 100 à 150 000 logements rénovés par an à 500 000 et Voilà. puis qu'on s'occupe Réponse rapide, s'il vous plaît. L'énergie, Comment la rénovation énergétique des et les bâtiments. transports. Et les Donc transports. sur l'énergie, c'est quand même bien ce gouvernement, il ne s'est pas rien passé depuis le Grenelle de l'environnement qui a décidé la fermeture des centrales à charbon. C'est à nous d'investir aujourd'hui sur... Ah bah non, c'est pas rien, parce que les centrales à charbon en Allemagne, elles font que l'Allemagne produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Donc là-dessus, c'est comment on développe l'hydrogène, comment on développe les énergies renouvelables, et comment on se met d'accord sur le fait qu'il faudra toujours une part de nucléaire, parce que lui, il ne produit pas de gaz à effet de serre. Oui, d'accord. Premier élément. Et deuxième. Deuxième élément, il faut un grand plan de rénovation urbaine. Et on sait en particulier sur les passoires thermiques qui sont les immeubles les plus anciens. Là, il y a 9 milliards d'euros qui ont été consacrés par Action Logement à ça. Il faut qu'on soit en capacité de monter les dossiers sur le terrain. À 9 milliards, aujourd'hui, ils ne sont pas encore dépensés. arrivera pas. Et donc, il faut qu'on mobilise nos élus locaux, au contraire, pour les utiliser. Eh bien voilà, vous avez une réponse, même si vous n'êtes pas d'accord. Merci Bertrand Pancher, merci. on est d'accord. Enfin, sur la façon d'y arriver, disons. Merci Bertrand Pancher, merci Olivier Paco, c'est rien, c'est le micro qui se casse la figure. Merci d'être venu sur ce plateau, bonne soirée, et Yves Tréhard va arriver. Bon, merci à vous. Merci.